Bonjour et bienvenue dans ce 4e numéro de Pilot Reviews. Aujourd'hui nous allons partir à l'international avec de la série anglaise, américaine un peu comme d'habitude, mais aussi de la série australienne, néo-zélandaise et même belge. Enfin bref, je vous laisse regarder ça, c'est parti. Et on commence tout de suite avec Wanted, un road trip australien diffusé sur Seven Network. Lola et Chelsea étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Alors que ces deux femmes attendaient le bus, elles vont devenir le témoin d'un vol de voiture qui va dégénérer. L'un des deux assaillants va mourir et elles vont voir le visage du second. Ce dernier panique et les force à monter dans le coffre pendant qu'il cherche une solution dans sa fuite. Elles réussissent à lui échapper et se retrouvent malgré elles sur la route avec un sac rempli d'argent douteux et vont devoir se serrer les coudes pour échapper et au propriétaire du sac et à la police australienne qui va les associer au meurtre commis à l'arrêt de bus. Le point de départ n'est pas franchement nouveau puisque la série revendique une certaine paternité avec le film Thelma et Louise. Mais si on n'a pas grand chose de bien original comme point de départ, avec nos deux femmes que tout oppose, l'une qui essaie de se faire marcher et l'autre femme d'affaires qui doit passer un audit pour des problèmes internes dans son entreprise et qui vont devoir s'entraider et se révéler au fur et à mesure qu'elles vont s'embourber dans leur road trip, le rythme et la réalisation font que l'on oublie assez vite ces petits travers et que l'on rentre facilement dans l'histoire en s'attachant très vite à nos deux fuyardes. Les épisodes ne sont pas très faciles à trouver, mais bon, franchement, ça vaut le coup d'œil. Après Teacher sur TV Land, le monde de la salle des profs est de nouveau mis à l'honneur avec The Weeknd sur True TV. Nous sommes dans le Colorado. Les plus immatures au lycée ne sont pas forcément les élèves, mais bien les profs, à commencer par le prof d'histoire, un ancien punk tatoué de la tête aux pieds. Le prof de sport souffre de douleur de ses élèves et un prof d'espagnol qui essaye vainement de draguer le bibliothécaire. La série, créée par Adam Cayton Holland, Andrew Herverdale et Benjamin Roy, est l'adaptation du film de 2013 The Weeknd des frères Nix qui vont mettre en scène le premier épisode. Si le concept développé par ces trois auteurs venant de Funny or Die peut sembler sympathique, malheureusement l'inspiration ne semble pas vraiment être au rendez-vous. C'est assez convenu et quand c'est pas gratuitement vulgaire, c'est plutôt niais. L'écriture laisse à désirer, on rigole pas tant que ça au final. À choisir, je préfère de loin regarder Teachers, débuté il y a peu. Après Sex and Drugs and Rock'n'Roll sur FX l'été dernier, nouvelle immersion dans les coulisses du rock avec Vinyl sur HBO, créé par, excusez-moi du peu, Mick Jagger, Martin Scorsese, Richard Cohen et Terence Winter. New York, 1973. American Company, le label du producteur Richie Finestra, est sur le point de se faire racheter par le groupe allemand Polygram. En mal de nouveaux hits à son répertoire, il va tenter de trouver de nouveaux talents alors que le punk, le disco et le rap sont en train de naître. Le projet a mis très longtemps à aboutir. À l'origine, Mick Jagger, après avoir vu Casino de Scorsese, s'est lancé dans le projet d'un film retraçant l'histoire du rock dans les années 70. En 2010, HBO accepte le projet, mais il ne sera réellement lancé que l'an dernier. Et franchement, ça vaut le coup d'attendre. La série s'ouvre sur un pilote de près de 2 heures réalisé par Scorsese. Entre sexe, drogue et, bien sûr, rock'n'roll, on voit, grâce à de nombreux allers-retours dans le temps, comment Finestra, passionné de musique dans les années 50, qui peine à lancer un bluesman, a dû laisser partir ses rêves pour l'argent, illustrant ainsi la fin du rock indépendant et l'émergence des majors. Niveau réalisation, on nous en met plein la vue, et l'atmosphère des années 70, ne serait-ce que par les ambiances colorées, est très bien rendue. La bande-son est bien évidemment choisie et nous retrace dans ce premier épisode 20 ans d'évolution de la musique du blues au punk. On va de Led Zeppelin à Black Sabbath en passant par ABBA. Reste à voir ce que donnera les prochains épisodes sans Scorsese à la réalisation, mais Vinyl a de très fortes chances de devenir un incontournable des semaines à venir. Direction maintenant la Nouvelle-Zélande avec une série sur le pognon, Filthy Rich sur TV2. John Trowbridge, un milliardaire self-made man des Aucklands, met fin à ses jours. 3 semaines auparavant, il avait fait changer son testament, léguant 51% de sa compagnie à ses 3 enfants illégitimes. Savannah, une fille intelligente obligée de faire du pole dance pour vivre. Vader, un plouc de la campagne, et Joey, un sportif qui va apprendre à la lecture du testament qu'il a été adopté. Tout cela n'est bien évidemment pas du goût de la famille de John qui va tout faire pour écarter ces indésirables de l'héritage. Bon, on est clairement dans du soap à la Dallas. Dans le premier épisode, Vader a un accident de voiture et se retrouve dans le coma. Il se fait remplacer au pied levé par un de ses potes fumeurs d'herbe rigolote qui va se faire passer pour lui. John Jr., le fils légitime de John, va se taper Savannah à son club et apprendra par la suite que c'est sa demi-sœur. Les personnages sont super clichés. Stripteaseuse, droguée, sportif, beau gosse tête à claque, belle-mère froide et calculatrice, tante alcoolique et j'en passe. On se croit revenu dans Dynasty. Et pourtant, ça fonctionne plutôt bien, voire même très bien. Les acteurs sont bons, la réalisation soignée, de même que l'écriture. On rentre très vite dans l'histoire et on prend très vite parti pour ces 3 inconnus qui n'ont rien demandé à personne et qui vaut la chance sur sourire même s'ils flairent quelque peu l'arnaque. Et étrangement, on en redemande. Après Under the Dome, c'est au tour de 11-22-63 de Stephen King d'être adapté en série. Et si on avait pu empêcher l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy? Robert Kennedy ne se serait pas présenté à la présidentielle et n'aurait pas été assassiné par Sheeran en 1968. Johnson n'aurait pas dégradé les relations avec le Vietnam, il n'y aurait pas eu la guerre. Et si on disposait d'un portail menant au
21 octobre 1960 et qui pourrait nous permettre d'empêcher tout ça. Ce que Jake Epping, enseignant et écrivain, va tenter de réaliser, mais gare à l'effet papillon. Nous avons droit ici à l'explication la plus con possible pour justifier le voyage dans le temps. Hal, un restaurateur chez qui Jake a ses habitudes, possède un restaurant dans lequel se trouve un placard menant au 21 octobre 1960. Après, on rentre dans Un jour sans fin. On atterrit toujours le même jour à la même heure et à chaque voyage, les interactions liées au voyage précédent se sont effacées. Et quel que soit le temps écoulé dans le passé, seules 2 minutes se sont écoulées dans le temps présent. Ensuite, les amateurs de SF le savent bien, le temps n'aime pas trop être manipulé et va donc tenter d'éliminer Jake qui vient parasiter les années 60. Passer la connerie justifiant le voyage dans le temps, en mode ne me demandez pas pourquoi et comment ça marche, on s'en fout. Le pilote tient plutôt bien la route. À la fin du pilote, Jake a épuisé les indications de Hal pour enquêter sur Lee Harvey Oswald et se retrouve donc livré à lui-même et ne va pas tarder à dévier de sa mission. James Franco est plutôt convaincant en voyageur temporel et l'action située dans les années 60 n'est pas sans nous rappeler quelque peu Retour vers le futur. Bref, on a plutôt envie de voir la suite, mais à la limite, il faudrait directement commencer par l'épisode 2. Une semaine après la Saint-Valentin, nous avons eu droit à Love sur Netflix. Nous allons commencer par suivre 2 couples au bord de la rupture. Celui de Gus, enseignant à domicile pour une enfant star qui vit une vie de petit couple rangé, mais se fait cocufier. Et celui de Mickey, responsable de la programmation d'une radio locale qui a une vie sexuelle un peu plus bestiale, mais dont le compagnon continue de vivre comme un gamin. Ces 2 couples vont se séparer et Mickey et Gus vont vivre de leur côté leur vie de célibataire, n'imaginant pas que quelqu'un comme eux puisse être aimé, jusqu'à ce que le destin les réunisse un matin dans une supérette. Co-créée par Judd Apatow et Paul Ross, la série se veut une anti-comédie romantique. On se veut anticonformiste en crachant sur les classiques du genre. Dans l'épisode 2, Gus se débarrasse de sa collection de films à l'eau de rose, quand il rencontre Sally, Pretty Woman, Fetch the Victim et, bizarrement, Homeland saison 3. Mais bon, pour le moment, rien que du classique. On part sur une base de les contraires s'attirent et ces deux-là vont se mettre en couple, plutôt par dépit, après cette tournée autour. Pas de grands violons, mais bon, ça reste dans une comédie romantique pas très innovante au final. On est loin des autres séries s'exerçant au genre, comme par exemple Hello Ladies, Man-Seeking Woman, You're the Worst ou Crazy Ex-Girlfriend. On a quand même de bons acteurs avec Paul Rust et Gillian Jacob dans les rôles titres, mais un très gros problème de rythme. C'est tellement lent qu'ils ont réussi à rendre chiant une scène de plan à 3. Enfin bref, ça sent le réchauffer, ça manque un peu d'humour, on s'ennuie un peu, voire même beaucoup, mais bon, peut-être que les amateurs du genre vont aimer. Hugh Laurie est de retour au petit écran et dans un rôle de méchant, ce Night Manager sur BBC One. Jonathan Pine est concierge de nuit dans un hôtel de luxe du Caire. Nous sommes en 2011 au moment des insurrections en Égypte. Une cliente de l'hôtel, Sophie Elkan, va lui confier une copie de documents compromettants impliquant un lourd trafic d'armes dirigé par Richard Roper qui pourrait mettre à mal la révolution en cours. Jonathan réussit par de nombreux intermédiaires à faire parvenir ces documents auprès du MI6, mais au prix de la vie de Sophie. 4 ans plus tard, Jonathan travaille désormais dans un hôtel de luxe de Suisse et une nuit, Richard Roper vient séjourner dans son hôtel. Les souvenirs douloureux du meurtre de Sophie refont surface et le poussent à subtiliser des cartes à puce et à transmettre au MI6. Nous sommes ici dans un James Bond, mais en version série. Tous les éléments sont présents. La femme fatale, le flegme britannique, le méchant de portée internationale, le dépaysement, etc. Nous avons droit à un casting 4 étoiles avec Hugh Laurie, parfait dans son rôle de méchant, Tom Hiddleston, parfait également en James Bond malgré lui, et Olivia Colman, que l'on avait pu voir dans Broadchurch, en agent du MI6. Le rythme est plutôt lent, mais ça sert plutôt bien le caractère flegmatique du personnage central. On a droit à de nombreuses références à James Bond tout au long de l'épisode, comme par exemple le numéro de téléphone du MI6 qui n'est composé que de 0 et de 7. La série part plutôt bien. Reste à savoir comment ils vont justifier le fait que Jonathan Pine, recruté pour être agent secret, concierge d'hôtel de luxe de son état, va être amené à croiser sans cesse la route de Richard Roper dans cette mini-série en 6 épisodes. Et nous concluons cette émission par La Trêve, une série télévisée policière diffusée en Belgique sur la Une. Nous sommes dans un petit village de Heiderfield. Le corps de Driss Hassani, un jeune footballeur togolais, est découvert dans la rivière. Johan Peters s'est appelé à la rescousse pour enquêter sur cette noyade qui lui semble plus que suspecte. Bon. À vouloir concurrencer les productions françaises, on finit par faire du TF1. Même rythme, même type de cadrage, même jeu d'acteurs froids qui semblent réciter leur texte et empêcher toute immersion dans les personnages. On remplace les petites filles mortes par un footballeur et on obtient la trêve. On a un peu l'impression qu'on a pioché dans tout ce qui se faisait de bien dans les autres fictions pour tout balancer un peu dans le désordre. Un générique à lettres détective, des nazis qui sont même pas foutus de dessiner une croix gammée dans le bon sens, un flic divorcé qui retourne au pays, un village plein de secrets, un commissaire qui parasite l'enquête et j'en passe. On nous promet un
Broadchurch belge et on se retrouve avec un milli-mélo de tout ce qui se fait en fiction policière, dans le désordre, et ça nous donne une série sans réelle personnalité. De plus, on nous mentionne la trêve en question dans le premier épisode, mais on nous dit pas ce que c'est. Dommage. Cette émission est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie. Comme d'habitude, si un des pitchs vous a intéressé, je vous conseille de vous faire votre propre idée. Et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission. L'actualité risque d'être surtout dominée par Fuller House, la suite de La Fête à la Maison sur Netflix. Mais bon, sachant qu'ils n'ont pas réussi à avoir les sœurs Olsen, j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Enfin, on verra bien. Rendez-vous dans 15 jours. Bonjour chez vous.